Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 5e numéro de Ligne ouverte. Vous le savez, c'est un programme que l'on fait pour vous et surtout avec vous, du lundi au vendredi. Tous les moyens de Paris-Normandie et notamment les journalistes de la rédaction se mobilisent pour pouvoir vous informer, puis surtout accepter et prendre vos commentaires, les restituer en plateau et puis aussi répondre à toutes vos questions. En direct donc sur la page Facebook de Paris-Normandie. Au programme, des sujets qui sont très proches de vous, de vie quotidienne. On va parler assurance parce que ça nous concerne tous en cette période troublée. On va parler transport aussi, parce que s'il n'y a pas de transport, il n'y aura plus grand-chose dans les rayons de nos supermarchés. Bien sûr, le docteur Bruno Burel sera avec nous. Préparez vos questions. Il interviendra d'ici une petite demi-heure pour toutes les questions que vous vous posez. Et c'est entre autres sujets, parce qu'il y en aura bien d'autres. Et en tout cas, Ligne ouverte, ça commence maintenant. Comme chaque jour, chaque lundi, du lundi au vendredi, Thierry Herbier, rédacteur en chef de La Maison, si je puis dire. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et puis, celui que j'ai envie de qualifier de petit nouveau. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on vous voit sur ce plateau, Baptiste Leroux. Vous êtes journaliste à Paris-Normandie et vous vous occupez plus spécialement des questions de police-justice. On se pose beaucoup de questions. Comment fonctionne la continuité judiciaire dans les tribunaux ? Qu'est-ce qui se passe dans les prisons ? La criminalité, où en est-elle ? Elle monte, elle descend, elle stagne. Vous allez tout nous dire dans quelques minutes et on vous remercie, Baptiste, beaucoup d'être là. Alors Thierry, cette une d'aujourd'hui, on commence toujours ligne ouverte par la une de Paris-Normandie. La vague arrive. Qu'est-ce que vous entendez précisément par ce titre ? Elle reflète la situation sanitaire en France, notamment dans le Grand Est. On sait très bien que le pic épidémiologique se situe dans le Grand Est. C'est-à-dire ce matin, on a été rattrapé par la vague, puisque le décès de 2 médecins dans le Grand Est a été confirmé. Donc après celui d'un urgentiste retraité qui avait été rappelé en urgence dans l'Oise. Donc on voit bien que le personnel soignant qui est au front, qui est en première ligne, commence à tomber aussi dans le Grand Est. Donc cette vague qui arrive, les cas augmentent, les cas de positifs, les cas de décès. En Seine-Maritime, le nombre de cas positifs augmente, dans l'Eure aussi, en toute Normandie. Thierry, est-ce qu'on peut quand même dire qu'en Seine-Maritime, on reste pour le moment relativement épargné ? On reste relativement épargné, forcément, toutes choses égales par ailleurs, par rapport au Grand Est, par rapport aux Hauts-de-France ou à la région parisienne. Mais on sait très bien, quand on regarde la carte de France, effectivement, que cette vague arrive par l'Est. Elle descend un petit peu sur le Rhône, Nouvelle-Aquitaine, et effectivement, elle va arriver vers le Grand Ouest, dont la Normandie. Et on sait très bien qu'on n'a pas atteint encore le pic de la pandémie en Normandie. Qu'est-ce qui fait, on est peut-être nombreux à se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'en Normandie, on est peut-être un peu en arrière ? Est-ce que pour autant, ça voudra dire que la vague sera moins forte ? Ou au contraire, est-ce qu'on sera aussi exposé que les autres régions ? Il y a des raisons à ça, d'après vous ? Il y a des différentes études qui ont été menées depuis plusieurs semaines, notamment en Italie, notamment sur la question de la densité de la population. Les régions italiennes qui ont été les plus touchées, c'est les régions où la densité de population est très forte. On sait très bien qu'en Seine-Maritime et dans l'Eure, la population est assez éparpillée sur le territoire du fait de notre géographie. Il y a des grandes métropoles comme Le Havre et Rouen, mais ensuite, il y a beaucoup de villages. Donc on est beaucoup sur un milieu très rural avec une densité de population très faible par rapport au nombre d'habitants. Donc ça peut être une explication. Et le fait aussi que les mesures de confinement qui ont démarré à partir du week-end du 14 et 15 mars, après le premier tour des élections municipales, font peut-être qu'on est un petit peu plus protégé, mais il ne faut pas non plus se leurrer. La vague, elle est bien là, elle va arriver, et les cas vont sûrement augmenter cette semaine en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans la Manche et dans le Calvados. Alors, pendant que vous terminiez, Thierry, voilà, la régie nous a lancé le contenu aujourd'hui de Paris-Normandie. C'est encore une édition que vous qualifiez de spéciale. Et d'ailleurs, le terme n'est pas usurpé, puisque, comme on l'a dit la semaine dernière, de très, très, très nombreux sujets. Vous passez en fait en revue toutes les conséquences du coronavirus chaque jour ? Effectivement, toute la rédaction est quasiment mobilisée à 95% aujourd'hui sur le suivi de la crise du coronavirus en Normandie. Que ce soit les équipes à Dieppe, à Évreux, à Vernon, à Louviers. On sera d'ailleurs tout à l'heure avec la rédaction de Bernay. Donc tous les journalistes aujourd'hui suivent cette crise-là qui touche tout le monde. Tout le reste de l'actualité est quasiment en berne. On en parlera tout à l'heure avec Baptiste Leroux qui vous parlera un petit peu des conséquences justement sur la justice. Mais globalement, toute l'actualité sportive, culturelle, associative et même politique, puisque le second tour des municipales et même l'élection des maires et le premier tour a été remise à plus tard, sine die, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas encore de date. Donc toute cette actualité est en veille. Donc globalement, toute la rédaction est mobilisée. Donc aujourd'hui, c'est 16 pages. Demain, nous repartons sur une séquence de 20 pages. Et ce sont tous nos journalistes de terrain qui sont sur le secteur, qui
nous remontent des idées de sujets, comment ça se passe dans leurs pharmacies, comment ça se passe dans leurs hôpitaux, comment ça se passe avec leurs commerçants, avec leurs chefs d'entreprise, avec leur personnel soignant, avec les gens qui font de l'école à la maison. Donc on recueille un maximum d'informations, de témoignages pour savoir comment la Normandie vit au rythme de cette épidémie inédite et dont on ne connaît pas encore les conséquences ni la fin. Alors vous le savez, c'est la règle dans ce programme en direct, à peu près 1 heure et quart chaque jour. Bien sûr, comme on le dit à chaque fois, les médias nationaux véhiculent de très nombreuses informations, mais il y a peut-être un petit plus à ce que vous soyez connecté à votre média régional. On va en parler dans quelques minutes seulement avec Valérie Gimonet, le directeur général de Paris Normandie, qui a souhaité s'adresser à vous. Nous sommes ensemble, vous êtes là, nous sommes là. N'hésitez pas à commenter, on relaiera sur ce plateau. J'ai une première question d'ailleurs d'un internaute qui se considère comme étant à risque puisqu'il a été transplanté. Il a des problèmes pour sortir, il nous pose des questions de vie quotidienne. On attendra peut-être que le docteur Bruno Burel arrive tout à l'heure pour répondre à sa question. Surtout, mettez bien de côté toutes vos questions relatives aux aspects médicaux. Juste des images encore. Tiens, on est allé faire des images pour vous. On vous ouvre en quelque sorte une fenêtre si vous ne pouvez pas sortir. Je veux dire, faire un peu de jogging ou faire vos courses, bien sûr, pas plus. Restez chez vous, sinon. Regardez, Thierry, c'était samedi après-midi, et Baptiste, c'était samedi après-midi dans les rues de Rouen. Il était aux alentours de 17h. Moi, vous qui êtes des Normands depuis longtemps, qui couvrez toute cette actualité normande et rouennaise, qu'est-ce que ça vous inspire de voir la ville comme ça ? Je pense que les gens ont pris conscience quand même de la gravité du Covid-19. On est dans une situation terrible. Les gens restent chez eux et sortent à minima. On peut toujours trouver des exemples où les gens abusent. C'est sûr que quand on a vu ces images le long des quais de Seine à Paris, il n'y a pas que les Parisiens, il ne faut pas que les accuser eux, mais qui peuvent être choquantes. Là, je crois que les gens ont une vraie prise de conscience de la gravité de la maladie. Et les exemples et les reportages que l'on voit dans le Grand Est ou en région parisienne nous font craindre le pire. On parlera aussi de la répression avec vous, Baptiste. C'est vrai que c'est étonnant. On croise des ombres qui apparaissent au bout d'une rue, qui disparaissent. Et puis, on ne voulait pas seulement être anxiogène, parce qu'encore une fois, il faut positiver autant qu'on le peut. Et bien, regardez, on est allé pour vous à Dieppe hier après-midi. Bien sûr, la ville est confinée, mais il y avait du soleil, le littoral est là. Puis c'est toujours un peu magique, même si c'est une ambiance quand même un peu bizarre. Allez, on se met un petit peu de baume au cœur. Soleil dieppois d'hier après-midi. Voilà, c'était hier après-midi, dimanche 22 mars, dans les rues de Dieppe et sur le littoral dieppois, où bien sûr la plage était interdite de toute fréquentation par arrêté préfectoral. Je vous disais qu'on allait retrouver le directeur général de Paris Normandie, Valérie Gimonet. C'est le moment maintenant d'être avec lui. Valérie Gimonet, on avait des images de Dieppe là, et c'est une ville qui est chère à votre cœur. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bonjour. Oui, je disais la ville de Dieppe est chère à votre cœur.
Cher, très cher, oui, mais ça, je vais pas... Bon. On n'est pas là pour parler de Non, ça, on est là pour... ça me permettait juste la liaison. En page 3 de Paris-Normandie d'aujourd'hui, on voit votre photo et surtout, on voit et on peut lire le texte que vous avez souhaité porter à la connaissance de tous les lecteurs de Paris-Normandie. Et c'est l'occasion d'entendre votre voix et surtout que vous nous disiez en direct avec tous les internautes pourquoi ce message et sur quel point vous souhaitiez véritablement et fortement insister. Le point sur lequel je veux fortement insister, il est conjoncturel avec ce que nous sommes en train de vivre. C'est d'une part, chacun sait que la presse, d'une manière générale, vit des moments difficiles en ce moment avec la transition de ce métier qui est lente et qui occasionne des problématiques lourdes. Et le Covid-19 qui arrive sur le sujet, mais en réalité, on exerce deux choses. D'abord que je suis obligé de repartir d'une anecdote. Hier après-midi, j'ai reçu 2 coups de fil qui me mettent hors de moi. 2 personnes m'ont appelé pour confirmer les informations. La première, c'était de confirmer que le confinement se renforçait et qu'on serait en couvre-feu en Normandie à partir de 18h hier soir, dorénavant, premièrement. Et deuxièmement, que ce confinement allait durer 4 mois. Ça s'appelle des fake news. Alors on est dans un moment extrêmement anxiogène pour tous. Autour de moi, j'ai des gens qui sont à la limite de la panique par leur grand âge et le risque qui est plus important pour eux. Et aujourd'hui, on les abreuve de ces nouvelles. Cela dit, on les abreuve. Non, ils vont les chercher. Alors là, je lance un grand appel à tous ceux qui nous regardent, à tous nos lecteurs. Paris-Normandie déploie des forces tous les jours sur le terrain pour valider, remonter des informations vérifiées. Alors, abonnez-vous à Paris-Normandie. Venez sur le site. Sylvain, vous ferez l'écho tout à l'heure des propositions que nous faisons actuellement. Vous pouvez avoir l'intégralité de l'information à 1 € pour tout le mois sur le web. Et surtout, on a mis un produit en place à la destination de nos aînés pour qu'ils ne sortent plus de chez eux. On leur livre le journal gratuitement chez eux sur une période d'essai de 14 jours. Arrêtez d'aller sur les réseaux lire des bêtises. Informez-vous par des gens sur du contenu avec des gens qui savent le faire. Le journalisme, c'est un métier. Et cela dit, nous, on est présent également sur les réseaux, mais on est présent à travers cette information sourcée, vérifiée, validée. Et ça, c'est plus que jamais important de le dire et de le redire, Valérie Gimonet. Oui, j'entends effectivement qu'on est sur les réseaux et c'est chez nous qu'il faut venir vérifier l'information. Si vous entendez quoi que ce soit, si vous lisez quoi que ce soit et que vous voulez vérifier cette information, venez sur parisnormandie.fr le vérifier. Mais je suis atterré par le nombre d'informations qui circulent, tous journalistes, c'est-à-dire que le confinement, aussi, mais permet à tout le monde, tout un chacun de créer de l'actualité fausse, et ça c'est absolument insupportable. Valérie Gimonet, la continuité de l'information qui est le métier de Paris-Normandie et de tous ces journalistes, c'est absolument fondamental. Aussi, quand on est un média régional aussi ancien que Paris-Normandie. Pour finir avec vous, peut-être, de quelle nature doit être cette relation à entretenir avec nos internautes, avec nos lecteurs papier aussi? Vous la souhaitez comment? Qu'est-ce que vous souhaitez, pour conclure, leur dire à tous ceux qui nous suivent? Je la souhaite dans un climat de confiance entre nous. On a besoin de nos lecteurs. La presse ne survivra pas sans ses lecteurs. Et pour acquérir ces lecteurs, c'est en livrant une information vérifiée, certaine, et d'établir ce climat de confiance entre nous qui va permettre et donner de la pérennité à nos organisations. Merci beaucoup Valérie Gimonet d'avoir pris le temps d'intervenir pour apporter votre voix au message textuel que vous délivrez dans l'édition de Paris-Normandie d'aujourd'hui, de ce lundi 23 mars, et c'est en page 3. Merci à vous. Merci. Thierry, c'est pas fréquent qu'un patron de journal, pour dire les choses simplement, comme ça, choisisse de donner de la voix là auprès de son lectorat. Non, c'est plutôt rare. Les expressions d'une direction générale dans la presse, généralement, sont liées à des événements exceptionnels. Donc à événements exceptionnels, effectivement, prise de parole aujourd'hui dans nos colonnes de Valérie Gimonet, que nous avons eu au téléphone aussi en direct, afin de bien marteler ce discours justement sur l'importance d'avoir une information de proximité, locale, vérifiée, de qualité, qui permet justement aux citoyens de cette région de rester éclairés durant cette période très trouble.
Alors, on a eu pas mal, pendant qu'on était en ligne, là, en insert téléphonique, on a eu des commentaires, on a eu des questions aussi, mais comme il s'intègre dans un registre médical, on va attendre d'être en ligne avec le docteur Burel pour répondre à ces questions que vous nous avez posées. Alors, Baptiste Leroux, je le disais, vous nous rejoignez pour des questions qui sont importantes, dont je constate d'ailleurs qu'elles sont assez peu traitées dans les médias nationaux. Vous les traitez dans les pages de Paris-Normandie, ces questions relatives à la police-justice, la vie judiciaire, les tribunaux, les prisons, la criminalité. On a souhaité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que vous nous fassiez un point pour tous ceux qui nous suivent sur ces sujets. Écoutez Sylvain, on peut commencer sur les prisons. En effet, c'est un sujet... c'est une vraie préoccupation de la chancellerie, puisque les prisons actuellement sont sous tension depuis le début du confinement. Il a été décidé d'interdire les parloirs pour des questions sanitaires. Alors bien entendu, les parloirs, c'est la seule porte de sortie, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, pour les détenus. Donc ça crispe. Depuis le début du confinement, nous avons une trentaine en fait, de mouvements collectifs. C'est le nom technique. On ne peut pas parler de mutinerie, mais en tous les cas, de révolte dans les centres pénitentiaires de France. Il y en a 188 en France. En Normandie, pour le moment, c'est resté confiné, si j'allais dire, à Argentan, où il y a eu un soulèvement jeudi dernier d'une quinzaine de détenus. C'est vite rentré dans l'ordre. Donc là, aujourd'hui, la chancellerie manie, si je peux me permettre, la carotte et le bâton. La carotte, à partir de ce matin, gratuité des télévisions, aide financière pour les détenus les plus modestes. Le bâton, clairement, c'est si jamais ça dérape, les sanctions seront prises. Ça, c'est pour les prisons, c'est clair. Alors, deuxième sujet que vous avez souhaité traiter ce matin, enfin ce midi. Un petit peu la tension également. De toute façon, on est en période quand même difficile dans la police. C'est une tension qui s'est amenuisée un petit peu ce week-end avec l'annonce du directeur central de la sécurité publique, Jean-Marie Salanova, qui a autorisé les fonctionnaires de police à porter le masque s'ils l'estiment nécessaire. Nous avions une interdiction au départ. Aujourd'hui, nous avons une autorisation. Attention, le directeur général, donc le supérieur hiérarchique du DCSP, a dit avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un problème de masque. Alors, je témoigne, puisqu'on était, vous l'avez vu avec le sujet qu'on vous a diffusé sur Dieppe, on était à Dieppe hier après-midi, on a été contrôlé par les forces de police qui ne portaient ni gants ni masques. C'est à l'appréciation des fonctionnaires de police qui eux-mêmes sont touchés, sont en première ligne également. Bien sûr, les médecins et les services de santé sont en première ligne dans les hôpitaux, dans les cabinets, mais vis-à-vis de la population, le confinement doit être respecté, doit être fait respecter par les services de police. Alors, pendant cette crise importante du coronavirus, la vie judiciaire, comment elle se poursuit? Quelle continuité? Comment ça se passe dans les tribunaux, très concrètement? Les tribunaux fonctionnent à 80-90% d'activité en baisse, c'est-à-dire que on se résume au strict minimum. Ce sont les audiences de comparution immédiate, ce sont les audiences JLD, tout ça à huis clos. JLD, c'est-à-dire juge de la détention et des libertés pour des contentieux de liberté et de contrôle judiciaire. Donc on est vraiment dans l'urgence judiciaire. Le but du jeu est de mettre tout le monde, les magistrats et tous les personnels judiciaires, à l'abri du Covid-19. Personne dans les rues, personne des rues des villes, personne sur les routes des campagnes. On peut se poser la question, est-ce que ça joue favorablement ou défavorablement sur la criminalité? Alors il y a une vraie baisse notable de la délinquance. Les patrons des services de police et de gendarmerie seront peut-être contents fin 2020 pour leur exercice. En effet, il y a une baisse d'activité puisque pour les cambriolages, les gens sont chez eux. Excès de vitesse, il n'y en a plus puisque les gens roulent peu. Tout ça est revu à la baisse. Il y a 2 points quand même de vigilance de la part des services de police et de gendarmerie. Ce sont les escroqueries qui s'appuient sur la crédulité des gens, et ça peut arriver à tous les niveaux. On a vu la semaine dernière qu'il y a une entreprise, Serpent-Rouen, qui a été escroquée à hauteur de 6,6 millions d'euros. Et là, pour le coup, on n'est pas chez les particuliers. Et l'autre aspect, il ne faut pas non plus être alarmiste, mais il faut être vigilant. Il y a un maintien des violences intrafamiliales. Il n'y a pas d'augmentation à ce stade, mais un maintien. On peut se demander si ça ne va pas augmenter avec la poursuite. C'est la crainte éventuellement, en effet, de la justice. C'est que là, nous sommes à 1 semaine de confinement. Si les choses vont se prolonger, ça peut être pire. Baptiste, vous nous disiez à l'instant que dans les prisons, pour lâcher un peu du lest, il y allait avoir de la gratuité à la télévision. Vous voyez, un internaute réagit et nous dit « J'espère que la télé va elle aussi être gratuite dans les hôpitaux ».
Alors, j'ai pas la réponse Non, dans les je hôpitaux. je sais bien que vous ne l'avez pas, mais je témoigne quand même de cette réaction de notre internaute, effectivement. Il est clair que les patients n'ont plus le droit aux visites, n'ont plus le droit. C'est Dans les compliqué. hôpitaux, elle est en partie gratuite. Il y a des chaînes qui sont mises à disposition gratuitement, notamment au CHU de Rouen, le canal interne. Effectivement, peut-être que le CHU de Rouen bénéficiera d'une aide supplémentaire, justement, pour permettre d'avoir toutes les chaînes disponibles qui sont logiquement payantes à disposition des gens qui sont hospitalisés actuellement. Merci beaucoup Thierry Rabillet et Baptiste Leroux pour cette première partie de ce rendez-vous du lundi 23 mars. On a l'habitude de vous proposer des sujets sur la vie des commerces, les derniers commerces qui sont ouverts. Par exemple, la boulangerie, un dernier lien de proximité dans les quartiers. Regardez la réaction d'une boulangère qu'on a filmée ce week-end. Et juste après, on sera avec Nicolas Gomard, le directeur général du groupe Matmut. On analyse au fil des jours qui passent la manière dont ça se passe dans tous les secteurs industriels et commerciaux. Et les assurances, ça nous touche tous, bien évidemment. On le vit bien dans le quartier. Un bon nombre respectent les règles d'hygiène. On rentre 3 par 3, vu la surface de la boutique. Au niveau de l'entreprise, c'est pas forcément très évident à gérer les quantités parce qu'on a une journée, on va travailler très fort, le lendemain un peu moins. Donc on a décidé, c'est de faire des horaires adaptés, c'est-à-dire que maintenant on est ouvert que le matin de 7h à 13h30. Donc ce qui en fait aussi protège mes vendeuses pour l'après-midi, elles sont dispensées de travailler. On a fait ce choix pour justement regrouper un maximum de ventes le matin. Éviter aux gens de venir trop souvent à la boulangerie parce que ça devenait un petit peu le lieu de promenade. Concernant tout ce qui est boulangerie, la farine et tout, il n'y a pas de souci. Notre meunier gère. Il fait partie de ceux qui doivent livrer de toute manière la farine. Par contre, où ça se pose un peu plus de problèmes, c'est au niveau des cartonnages. Mais bon, j'espère que je tiendrai dans mon stock parce qu'il y a très peu de livraison. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de masque parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Mais la semaine prochaine, au niveau de la caisse, va se trouver un plexiglas. Pour ce qui va se passer à partir de maintenant, il faudrait que tout le monde respecte bien le confinement et je crois que plus on va le respecter, mieux ça va être. Le temps de confinement sera le plus court possible si tout le monde respecte. Je ne suis pas anxieuse pour ce qui me concerne parce que je crois en la civilité des gens qui vont respecter et il faut que tout le monde respecte et on va s'en sortir. Un des liens importants de proximité avec les quartiers, les boulangeries, qui se posent aussi beaucoup de questions. Évidemment, vous l'avez vu, sur les équipements, pas toujours disponibles, et puis sur la façon dont les choses vont continuer à se passer. Mais ça, effectivement, c'est l'avenir et la suite des opérations qui nous le dira. On est en ligne avec Nicolas Gomard et j'accueille sur le plateau nos journalistes résidents de Ligne Ouverte. Thomas Dubois, bonjour. Salut Sylvain. Journaliste à Paris-Normandie. Et puis Anthony Quindroy, journaliste également à Paris-Normandie. Bonjour Anthony. Bonjour Sylvain. Bonjour à que tous. Vous connaissez si vous nous avez suivis déjà la semaine dernière. Bonjour, et en ligne, pour parler donc assurance, Nicolas Gomard, directeur général du groupe Matmut. Bonjour Monsieur Gomard. Bonjour. Voilà, Bonjour merci à vous, Bonjour. merci à vous de prendre quelques instants pour intervenir dans Ligne Ouverte. Je disais juste avant de lancer le précédent sujet vidéo que les assurances, ça nous concernait tous, bien sûr. Vous avez peut-être des choses à nous dire d'ailleurs dans votre relation avec vos assurés. Mais d'abord, comment ça se passe à la Matmut ? Écoutez, à la Matmut, ça se passe aussi bien que possible. Nous avons pris très vite des mesures pour protéger nos collaborateurs autant que possible. Nous avons ensuite suivi les directives du gouvernement avec les différentes interventions des pouvoirs publics et la semaine dernière, nous avons pris la décision de fermer l'ensemble de nos sites afin d'une part de participer à la lutte nationale contre le virus, et puis d'autre part de protéger nos salariés, qui est notre souci numéro 1. Alors, juste avant de continuer, Nicolas Gomard, permettez-moi de vous couper parce que c'est un peu le genre de ce programme puisqu'on est en relation directe avec les internautes. Un internaute nous dit que c'est important de rappeler au civisme. Il constate ici ou là des comportements qui ne respectent pas les consignes qui sont données. Donc on leur répète, effectivement, respectez, c'est important, restez chez vous et ne sortez que en relation avec les seules autorisations qui vous sont données pour le faire.
Thomas Dubois à Nicolas Gomard. Nicolas Gomard, on imagine que vous assurez toujours quand même des services à distance. Quelles sont peut-être les principales préoccupations qui peuvent qui peuvent vous remonter aujourd'hui du terrain de la part de vos clients ? Écoutez, ce qu'on observe, c'est déjà globalement une assez sensible baisse des demandes qui nous parviennent. Les gens ont très certainement d'autres chats à fouetter. Mais ce qu'on observe, par exemple, des demandes d'attestation de responsabilité, de garantie de responsabilité civile pour le télétravail. Vous voyez, donc comme il y a beaucoup de gens en télétravail, ils se demandent si leur contrat d'assurance habitation les couvre pour l'exercice de cette activité chez eux. Voilà ce type de questions qu'on a. Oui. Et on a évidemment des questions, alors ça c'est plutôt sur notre activité santé, sur les couvertures que nous apportons, mais qui sont tout à fait traditionnelles pour cette maladie comme pour les autres. Et alors, techniquement, quand il y a un sinistre particulier, comment ça se passe aujourd'hui ? S'il y a besoin d'un expert, s'il y a besoin de faire des devis, etc., pour un problème, que ce soit une porte fracturée, par exemple, quelque chose qu'on ne peut pas laisser comme ça traîner indéfiniment. Écoutez, je ne vais pas vous dire que ça se fait aussi facilement que d'habitude. On est confronté à des difficultés sur le terrain, avec notamment certaines professions qui légitimement refusent de se rendre chez les gens pour des raisons qu'on peut bien comprendre, et puis qui suivent les directives du gouvernement. Donc aujourd'hui, naturellement, ces services se poursuivent, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et on essaye de faire au mieux, c'est tout ce que je peux vous répondre. Quelles peuvent être les conséquences à long terme finalement quand cette crise sera passée pour la Matmut au regard de la situation économique, des conséquences économiques, quel va être votre rôle et quelles peuvent être les conséquences à long terme ? Les assureurs, en général, la Matmut en particulier, sont dans une situation qui est quand même solide aujourd'hui. Donc on devrait... Évidemment, c'est toujours difficile de faire des prévisions, mais on devrait traverser cette crise sans dommages majeurs, même si évidemment ça va impacter notre activité. À terme, ce qui sera important pour les assureurs, c'est de contribuer au mieux au redémarrage de l'activité. Donc, soit par des investissements, soit par la mise en place de fonds de solidarité, soit un certain nombre de choses qui donneront l'occasion aux assureurs de faciliter au mieux ce redémarrage. Tout ça est d'ores et déjà en réflexion ? Bien sûr, bien sûr. En tant qu'assureur, vous avez également des professionnels dans vos clients, des professionnels qui peuvent être assurés contre les pertes d'exploitation. Est-ce qu'une crise sanitaire comme celle-ci rentre dans les critères ? Est-ce que ça fait partie des petites lignes ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par les petites lignes, mais je vais vous répondre assez clairement. Une crise sanitaire de ce type ne rentre pas dans le champ de couverture des garanties de perte d'exploitation. Et cette position est assez claire. Aujourd'hui, pour faire face aux difficultés que rencontrent évidemment tout un tas de petites et moyennes entreprises, les assureurs ont d'ores et déjà accepté de mettre en place des délais de paiement pour les cotisations de ces contrats et réfléchissent à d'autres initiatives, encore une fois, en faveur de cette population d'acteurs économiques, des initiatives qui devraient être officialisées sous peu. Nicolas Gomard, par rapport à des questions très concrètes que chacune et chacun peuvent être amenés à se poser de par une façon différente et nouvelle de pratiquer l'activité professionnelle. D'ailleurs, vous le sous-entendiez tout à l'heure, vous disiez que vous aviez beaucoup de questions sur le télétravail et les modifications des questions de responsabilité que ça pouvait entraîner. Qu'est-ce que, pour terminer, vous pouvez être amené à dire de manière très concrète en vous adressant à tous ceux qui nous regardent, dont j'imagine une bonne partie sont vos clients? Eh bien, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'effectivement, il faut préserver, il faut rester chez soi, déjà, et essayer au maximum de pratiquer le travail à distance quand c'est possible. Il faut se dire aussi que nous, à la Matmut, nous sommes là avec nos moyens pour les accompagner, que ce soit
dans leurs activités quand leurs activités sont couvertes par nos contrats. Également, s'ils ont des soucis de santé, nous avons mis en place un système de consultation, de téléconsultation, qui est couvert par nos contrats. Donc ça peut servir aussi aux gens. Et enfin, de se préparer effectivement à l'avenir à ce que ce modèle-là ce modèle de télétravail soit de plus en plus commun, courant. Cette crise, évidemment, met en avant ce qui était déjà prévu et qui sera ce qui va devenir une forme de norme à l'avenir. Vous pensez que à la Matmut, dans les bureaux, on voit votre siège là qui se trouve en région rouennaise, vous pensez que ça pourra, c'est peut-être un peu tôt pour le dire d'ailleurs, mais que ça pourra peut-être changer un certain nombre de choses? C'est ce que vous sous-entendez? En tout cas, dans l'esprit du directeur général, il y a déjà des idées peut-être pour la suite, une fois que la vie sera redevenue normale? Est-ce qu'on travaillera encore de la même manière? Écoutez, moi on ne sortira pas, j'allais dire, indemne d'une crise comme celle-là. Il y aura un avant et un après, c'est sûr. Maintenant, et c'est vrai que c'est un peu tôt pour en analyser toutes les conséquences, mais il y en aura effectivement sur les modes de fonctionnement interne, l'organisation du travail, etc. Merci beaucoup Nicolas Augomard d'avoir accepté d'intervenir dans Ligne Ouverte et surtout que vos services n'hésitent pas à venir vers nous dès lors que vous avez des informations concrètes à transmettre à tous les assurés, puisque nous le sommes tous évidemment. Merci beaucoup, et à bientôt. Et pendant qu'on va assurer la transition, nous appelons le docteur Burel, qui est notre médecin consultant, pour les questions que vous vous posez. J'en ai déjà un certain nombre. Qu'est-ce que vous en retirez de cette réaction de la Matmut? Je suis à la MAF, moi, donc... Voilà, si on fait bien le job, on va citer plusieurs compagnies d'assurance. Il me semblait que tu étais à la Maïf, en fait. Ouais. Voilà, bravo, ça en fait déjà trois. Voilà, ça en fait déjà 3. Non, ce que j'en retire, c'est que, de ce que j'ai pu entendre, on est un peu dans le flou pour l'organisation. On avait des réactions d'internautes là en direct qui nous disaient, nous, à titre personnel, on cherche à joindre nos assurances, on arrive à avoir personne. Ils ont été confrontés à un sinistre, voilà. Donc, je ne vais pas citer les assurances qu'ils ont cherché à joindre, mais vraisemblablement, ça ne tourne pas comme ça pourrait tourner en temps normal. On n'est pas en temps normal, je le conçois, mais il y a quand même des sinistres qui continuent d'arriver et il faut que les gens puissent gérer les problèmes. En parlant de sinistres, ça me fait penser à... On a eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est effectivement, on demande aux gens de rester chez eux, mais quelque part, il faut rester chez soi et aussi, quelque part, éviter de prendre le moins de risques possible pour les bricoleurs maladroits comme moi, par exemple, et essayer de limiter les risques pour éviter justement de... Je dis, vous n'avez pas de pansement au doigt, Thomas, pour l'instant. Pas encore. Non, mais il lui manque une jambe. Non, concrètement, on parlait des bricoleurs, mais on parlait aussi des sportifs du dimanche. Moi, j'étais assez surpris ce week-end de voir passer des gens qui se découvrent une passion pour la course à pied. Et voilà, donc c'est bien si les gens font du sport, mais c'est peut-être pas spécialement le moment, et surtout, c'est peut-être pas spécialement moment de se mettre au sport intensif. C'est un coup à se blesser et à engorger les urgences pour pas grand-chose, quoi. Régulièrement, dans chaque numéro de Ligne Ouverte, je vous demande à tous les deux ce que vous avez retenu comme élément, fait marquant des 24 dernières heures. Alors là, c'était le week-end, puisque notre dernier programme date de vendredi dernier. Même à titre perso, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'actu ces 48 dernières heures? Moi, je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter avec le docteur Burel, mais moi, j'ai l'impression que la question du non-respect du confinement est revenue en force et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même, là, ça y est, une réelle prise de conscience presque unanime, en tout cas, on l'espère. Et il y a aussi ce sujet qui, on voit, commence vraiment à faire polémique là, d'un point de vue politique, c'est cette question de l'approvisionnement des masques. On en parle tous les jours depuis quelques temps, mais là, on voit bien que ça devient un sujet matière à polémique et à crispation. Et alors, la question est de savoir si les médecins libéraux ont été livrés. On va avoir l'occasion d'en discuter avec le docteur Burel. Mais manifestement, il y a vraiment urgence sur ce point-là. Alors, le docteur Burel, malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement pour son patient, il est en consultation et pour l'instant, il ne peut pas intervenir en ligne. Il est occupé dans ses activités médicales. Et donc, on pense que c'est quand même la priorité par rapport à une intervention sur notre plateau. En revanche, nous pouvons parler transport, parce que je vous avais annoncé en sommaire que nous aurions le président France du groupe de Risk, Nicolas Ravier. Bonjour Nicolas Ravier.
Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir dans Ligne Ouverte en relation avec tous les internautes qui nous suivent dans ce programme spécial dédié au coronavirus et à toutes ses conséquences. Je le disais tout à l'heure de manière très simple, voilà, pas de transport, pas de produits dans nos linéaires, mais pour l'instant, on n'en est pas là, Nicolas Ravier. Non, on n'en est pas là. Notre entreprise fonctionne comme beaucoup d'entreprises de transport. Il faut y rajouter aussi les moyens logistiques. Puisque c'est à la fois la logistique et le transport qui sont moteurs de la livraison des différents magasins qui doivent rester ouverts. Alors, par rapport à toutes ces questions que se posent nos concitoyens, par rapport à ces mouvements de panique qu'on a pu observer, ces razzias, si je puis dire, dans les petites, moyennes ou grandes surfaces, il y avait la crainte que les producteurs n'assument plus leur mission de fabriquer, mais il y avait la crainte aussi que le transport ne puisse pas aller jusqu'au bout, et même jusqu'au bout du dernier kilomètre. Face à quoi êtes-vous concrètement confronté dans le groupe que vous dirigez actuellement et qui pourrait peser comme une menace? Ce qui pèse le plus comme une menace, c'est le fait que le gouvernement ne soit pas clair sur les mesures et sur ce dont ont droit et pas droit les entreprises, et aussi le peu d'attention qui a pu être portée à nos conducteurs routiers sur les semaines qui ont précédé, notamment la semaine dernière, où beaucoup de points de ravitaillement pour se laver, pour aller aux toilettes étaient fermés. Et donc, bien entendu, c'est une des préoccupations essentielles que nous pouvons avoir. Notamment sur les aires d'autoroute, par exemple. Notamment sur les aires d'autoroute, mais pas que sur les aires d'autoroute. Il faut savoir que les aires d'autoroute sont un des axes empruntés. Mais vous parliez des derniers kilomètres, vous parliez des livraisons chez nos clients. Il y a aussi d'autres routes qui sont empruntées. Et le gros souci, c'est justement cette capacité qu'ont nos chauffeurs à pouvoir se laver les mains régulièrement. J'entendais avant que vous parliez de masques ou de gants ou même de gel hydroalcoolique. Le problème, c'est que nous sommes en pénurie sur ces produits, et donc forcément on a des chauffeurs qui sont inquiets, des conducteurs routiers qui sont inquiets. Juste avant parce que Thomas Dubois avait une question à vous poser, mais vous pouvez passer juste un tout petit moment à nous rappeler très précisément l'activité de votre groupe et puis quelques chiffres clés. On est un groupe en France d'à peu près 400 personnes. On agit dans deux métiers principaux qui sont le transport, donc des transports de produits palettisés ou vrac à destination principalement de l'industrie, mais également de l'industrie alimentaire B2B. Et également une grosse activité logistique dans laquelle nous stockons et nous préparons des produits, qu'ils soient industriels mais également alimentaires. Pour également l'industrie B2B. Et actuellement, vous fonctionnez à quel pourcentage de votre activité nominale habituelle? Actuellement, sur les 12 sites qui sont en activité chez nous, tous nos sites sont ouverts et on fonctionne entre 50 et 80-90% d'activité. Ça dépend des régions dans lesquelles on est implanté, des activités qu'on réalise. Non, oui, la question que j'avais pour Monsieur Ravier, mais vous y avez déjà un peu répondu, c'était sur la question de la santé de vos salariés. On imagine qu'effectivement, eux qui se déplacent peuvent légitimement s'inquiéter pour leur santé. Est-ce que vous estimez aujourd'hui être en mesure de pouvoir garantir leur santé, leur sécurité sanitaire aujourd'hui ? Alors garantir, c'est toujours un mot compliqué à définir. Par contre, on a pris depuis maintenant plusieurs semaines l'ensemble des mesures barrières qu'on nous avait conseillé de prendre. On les a renforcées au fur et à mesure. 43 personnes de chez nous sont en télétravail, ce qui est énorme pour une entreprise comme nous, 10% de l'effectif. Et pour le reste des salariés, on a la chance d'avoir des locaux spacieux. Donc on a réparti les personnes qui ne pouvaient être mises en télétravail un peu partout dans nos locaux pour aller au-delà même du respect de ce qui nous était demandé. Et pour nos conducteurs ou nos personnels de dépôt, on leur a demandé de respecter un certain nombre de règles très strictes pour éviter tout croisement, enfin tout contact rapproché avec qui que ce soit sur nos sites ou que ça soit sur les sites de nos clients. Est-ce que vous avez eu beaucoup de conducteurs qui ont décidé de se mettre en retrait ? On en a très peu qui ont décidé de se mettre en retrait. Bon, bien entendu, il y a des cas isolés qui n'ont pas été simples à traiter. Maintenant, on a essayé de voir les personnels qui étaient fragiles ou dits comme fragiles pour les arrêter. Et pour les autres, ils travaillent et sont fiers de travailler. Et je suis très fier de ces personnels qui tous les jours se battent pour faire continuer l'activité de notre pays.
Est-ce que, Nicolas Ravier, chez De Riche, qu'est-ce que ce que vous nous dites là, c'est représentatif du secteur, de toutes les entreprises de transport, ou est-ce qu'il y a des cas particuliers dans vos métiers ? Pour moi, c'est représentatif de la majorité des entreprises de transport. La grosse difficulté des entreprises de transport à l'heure actuelle, c'est le manque de clarté sur les décisions gouvernementales qui sont prises. Je vais vous donner un exemple simple. La semaine dernière, on nous demandait, pour les personnels qui étaient pas en activité, de prioriser les vacances ou les RTT, et que ça pouvait être fait sous décision unilatérale. Et ce matin, le texte est sorti, l'ordonnance par rapport à la loi de ce week-end, où maintenant on nous demande un accord d'entreprise. Vous pouvez imaginer quelle difficulté un accord d'entreprise, il faut entre 15 jours et 2 mois pour le mettre en place. A-t-on vraiment le temps pour ce genre de choses? Alors, et ça se multiplie sur un certain nombre de sujets. Nicolas Ravier, vous venez justement de le dire, beaucoup de chefs d'entreprise, que ce soit dans le BTP ou là maintenant effectivement dans le transport, disent qu'il y a une espèce de flou un peu artistique sur les communications gouvernementales. On a l'impression que ça n'a pas forcément évolué positivement ce week-end finalement. Bah écoutez, en tout cas, sur un certain nombre de mesures, ça n'a pas forcément évolué. En fait, en plus, le fait de parler de primes pour les gens qui travaillaient, je pense que c'est vraiment pas le bon discours. On est en guerre, comme l'a rappelé notre président. Il y a les premières lignes, ce sont les soignants, et il y a toute la logistique qui doit travailler derrière pour pouvoir approvisionner le pays. Et donc, je pense qu'on devrait avoir un discours bien plus clair, avec des politiques qui deviennent des chefs de guerre plutôt qu'à continuer à faire de la politique politicienne. Nicolas Ravier, peut-être, vous aviez encore une question, Anthony ? Non, je pense qu'il est. Peut-être dernière question, et peut-être pour finir sur quelque chose de positif, parce qu'encore une fois, on essaie ici de ne pas trop manier le côté anxiogène de la chose, même si on a quand même beaucoup de mal, par la force des choses bien évidemment. Qu'est-ce que vous auriez appris depuis le début de cette crise de positif en tant que président de ce groupe ? Je pense que le côté positif, c'est justement l'initiative des gens qui travaillent. C'est ce côté soudé qu'on ressent après la panique des premiers jours. On voit que les gens sont impliqués. Tous les gens, en tout cas, qui sont là, ont envie d'avancer ensemble. Et je pense que c'est vraiment le côté positif qu'on peut retenir. Bon, et puis la grande incertitude qui est encore manifestée là sur les réseaux par tous ceux qui nous suivent et puis qui vous écoutent là, Nicolas Ravier, c'est de se demander quand est-ce qu'on pourra sortir. Et là encore, messieurs, Anthony et Thomas, vous qui suivez tout ça, non mais je dis pas, vous n'avez pas la science infuse, hein, je le sais bien, je l'ai remarqué, mais quand même vous êtes au courant. Comment on doit le prendre ça, Sylvain, merci. Non, mais dans le très bon sens du terme, Anthony. Non, mais il y a quand même différentes possibilités, différents scénarios. On se pose beaucoup de questions. On ne va pas supputer. C'est très difficile à dire. Tout à l'heure, Valérie Gimonet l'a dit, on va faire attention aux fake news. On ne va pas non plus donner des informations qui ne sont pas vérifiées. On sait qu'on était parti pour 15 jours. Maintenant, est-ce que ça va être durci? Est-ce que ça va être allongé? Nicolas Ravier, vous avez une idée, vous, sur le sujet? Ou peut-être avec votre branche professionnelle, votre syndicat professionnel? Vous en parlez? Moi, bien sûr qu'on en parle. Ça fait partie des questions et des demandes. Maintenant... pour moi, je ne vois pas dans quelle mesure, avant la fin avril, le confinement serait levé, et sûrement plus tardivement pour une partie de la population. Il faut mieux dire les choses plutôt que c'est aussi ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on donne des informations au compte-gouttes. Alors certes, on n'a pas toutes les réponses, et loin de là, mais je ne vois pas comment il ne pourrait en être autrement. Maintenant, ça n'empêche pas de continuer une grande partie de l'activité à partir du moment où on respecte un certain nombre de règles élémentaires. C'est évident qu'il va falloir être encore très patient. Je pense que de toute façon, même la communauté médicale aujourd'hui est incapable de dire clairement vers où on va. Donc je pense que voilà, là il faut être patient, c'est clair. Merci Nicolas Ravier d'avoir accepté d'intervenir dans Ligne ouverte sur la web télévision de Paris-Normandie. Et puis on reviendra, comme je le dis à chaque fois, certainement sur le secteur des transports lorsqu'il y aura lieu. Merci encore à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Et pendant qu'on vous passe des images d'un sujet qui concerne les bâtiments et les travaux publics, le BTP, où là encore beaucoup de questions se posent sur la continuité des chantiers, et bien pendant ce temps-là, on appelle le docteur Burel qui, d'après ce qu'on me dit, devrait nous rejoindre. Ce chantier s'est arrêté mardi dernier dans le cadre des mesures qui ont été demandées de confinement par le président de la République, et il a démarré il y a maintenant une dizaine de mois, et il devait être livré en fin d'année.
Sur un chantier de cette nature, il peut y avoir 60 à 80 personnes simultanément en même temps qui interviennent de tous les corps d'État, des mêmes entreprises et d'entreprises différentes. C'est une demande qui nous a été faite par les entreprises de pouvoir arrêter le chantier pour mettre en sûreté leur personnel, ce dont nous avons pris acte, ce que nous avons accepté. Il nous faut absolument nous caler, nous organiser entre nous avec le phénomène nouveau de la préservation de la santé de nos salariés, de la sécurité de nos salariés par rapport à l'arrivée du coronavirus. Des particuliers chez qui on fait des travaux, ces gens-là nous ont dit qu'ils ne voulaient plus voir nos artisans entrer chez eux. Et puis d'autres très grosses entreprises ont demandé à certains de leurs sous-traitants d'arrêter l'activité sur le chantier. Donc on a dit on ne peut plus travailler. Et puis de l'autre côté, des fournisseurs ne nous fournissaient plus et des livreurs ne nous livraient plus. Et de surcroît, certains gendarmes nous ont demandé d'évacuer certains chantiers et ont demandé qu'on ne retrouve plus les voitures dès le mercredi matin sur la route. Il faut se dire que nous sommes dans un contexte où nous venons de traverser tous ensemble une période de sidération. Le tsunami est arrivé, on est tous, les uns et les autres, restés en sidération. Nous passons cette étape-là, maintenant nous nous réveillons de cette sidération et nous devons tous ensemble nous remettre en cause, d'abord sauver, préserver la santé de l'ensemble de nos salariés et en même temps trouver les solutions pour que nous puissions continuer à faire travailler l'économie. On a le sentiment tout de suite qu'une fois qu'on a fait les gestes barrières, on a satisfait à cette obligation de sécurité. On voit bien que ça n'est absolument pas possible. Il faut revisiter toutes nos pratiques. Certains chantiers, on va dire de construction simple, pourront très probablement démarrer assez rapidement. D'autres, beaucoup plus complexes, vont demander du temps. Mais le préalable sera de toute façon la bonne santé et l'assurance de santé de nos salariés. On est en ligne avec le docteur Burel. Bonjour Bruno Burel. Bonjour. Bon, effectivement, je précisais tout à l'heure que vous étiez en consultation et qu'il y avait un petit peu de retard, mais merci beaucoup de nous avoir rejoints. On a déjà des questions qui se posent et on va vous les soumettre. Et puis vous qui êtes avec nous, qui nous suivez, c'est le moment. C'est l'instant du docteur. Profitons-en pour échanger avec lui et avoir peut-être un peu plus de certitude sur des points qui nous préoccupent beaucoup. Je commence par une question. J'ai récolté un certain nombre de réactions des internautes, docteur, depuis le début, depuis 50 minutes, là qu'on est en ligne, en direct. Première question sur le soleil et sur la chaleur. Alors, ça supprime pas le virus? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ah non, le soleil et la chaleur ne suppriment pas le virus, il faudrait des grandes chaleurs. Ce qui est un élément positif, c'est peut-être le vent, qui était important, un peu moins aujourd'hui, puisque supprime les facteurs de pollution et de microparticules qui attaquent les alvéoles et qui semblerait, il y a les alvéoles pulmonaires. Que le virus serait un peu plus actif dans les zones très polluées. Il semblerait d'ailleurs que moins de pollution, c'est une bonne chose. Il semblerait d'ailleurs que les fumeurs, serait le moment pour arrêter de fumer parce que les personnes qui fument pourraient être plus facilement en détresse respiratoire en cas de Covid-19. Je fais une petite précision. C'est une certitude. Le tabac est la première des pollutions atmosphériques et elle peut être gérée par chacun d'entre nous. Bon, donc ça, le soleil et la chaleur, rien à voir avec le fait que pour l'instant l'Afrique... Oui, en fonction de la pollution. Donc ce qu'il faut regarder, c'est sur, par exemple, Atmo, les taux de particules. Hier, toute la journée, c'était 3, c'est-à-dire assez peu de pollution. Docteur Burel, on joue cash avec les internautes. Je restitue la question qui vient de nous être posée. Est-ce que le docteur Burel est contaminé? Êtes-vous contaminé? Le docteur Burel n'est pas contaminé. Et pour tout vous dire, je ne suis pas en consultation, comme vous le disiez tout à l'heure, car en principe, ça devait être mon premier jour de vacances et mes associés assurent. On a très peu de travail en médecine libérale aujourd'hui parce qu'on assure que les urgences. On fait beaucoup de conseils téléphoniques, beaucoup de téléconsultations et comme tous les rendez-vous non urgents sont différés, que les ordonnances de traitement chronique sont renouvelées par les pharmaciens. Finalement, la médecine libérale est sur le pied de guerre, surtout la médecine générale, mais elle n'a pas encore une grosse affluence. S'il y a un pic épidémique, c'est là que
nous serons tous sur le pont. Mais là, je dirais que sur 8 jours, l'activité de tous les cabinets de médecine générale a diminué. Docteur Burel, on a vu encore ces derniers jours que la question de l'approvisionnement des masques devenait vraiment polémique. Alors selon nos informations, a priori, ça y est, ce week-end ou aujourd'hui, il y a eu un approvisionnement assez massif dans la région. Est-ce que vous le confirmez ? Je confirme. Nous avons reçu un mail de l'ARS, de l'URML et du Conseil de l'Ordre samedi nous disant vous avez de 9h à 18h pour aller chercher des masques FFP2 à la caserne Gambetta. Chez les pompiers. Le Havre, c'était dans une caserne de pompiers. Et nous avons eu le droit chacun à 20 masques. Alors justement, docteur, là j'en profite, je me glisse dans votre échange avec Thomas Dubois pour rappeler que moi j'ai une information qui m'est arrivée, que sur le site internet du CHU de Grenoble, il y aurait une sorte de petit tutoriel, un patron, on communiquerait sur ce site de CHU de Grenoble, un patron, un modèle pour pouvoir fabriquer des masques en tissu. Alors on explique qu'avec 2 couches de tissu, lavables à 60 degrés, tout ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est peut-être pas suffisant pour les soignants, mais c'est sans doute une bonne précaution pour la population. Il y a ce tuto qu'on voit depuis 3-4 jours, de fait, qui est parti de Grenoble. Je crois même qu'il y a quelques artisans couturiers dans la région qui se sont mis à en fabriquer un petit peu en série. Donc si on cherche sur Internet, on va trouver ces masques-là. C'est quand même beaucoup mieux, parce que si vous éternuez, vous balancez pas tous les nuages de gouttelettes et potentiellement contenant des virus dans l'atmosphère. Donc concrètement, on est bien d'accord qu'un masque, finalement, il sert plus à protéger les autres qu'à se protéger soi-même. Alors ça dépend le type de masque. Les FFP2, j'ai toujours du mal à le dire, destinés aux médecins, sont double couche, protègent de l'extérieur, mais de même que tout médecin, quand il a une bonne rhino et qu'il consulte, met un masque chirurgical pour pas contaminer et se lave bien les mains, là on est dans une période de lutte contre un autre virus. On peut faire la même chose pour éviter que ses proches ou les gens vers lesquels on serait approché pourraient être contaminés. Donc de fait, même ces masques en tissu peuvent être toujours une bonne chose à faire. Et comme vous l'avez dit, laver à 60 degrés, on tue les microbes. Là encore, je profite de ce petit interstice. Mathieu qui nous suit, qu'on a déjà vu la semaine dernière avec nous. Merci de nous suivre, Mathieu. Vous me réinterpellez sur une spéciale immobilier. C'est vrai, j'en ai parlé la semaine dernière. Eh bien, ça sera mercredi ou jeudi. On attend la disponibilité de notre agent immobilier consultant. Donc, ça sera mercredi. Ça sera mercredi. Très bien, merci Anthony. Donc, mercredi, Mathieu, on consacre 30 minutes sur toutes les questions que vous vous posez. Acheter, vendre, je suis propriétaire, je suis locataire. Il y a énormément de questions qui se posent sur l'immobilier. Ça sera donc, Mathieu, mercredi. Et puis, Thomas voulait intervenir. Oui, sujet d'actualité pour le docteur Burel, toujours le sujet de la chloroquine qui fait son apparition. Et de quelle manière vous regardez ça, vous ? Est-ce que vous trouvez ça plutôt encourageant ou pas ? C'est intéressant. Moi, je suis ça depuis longtemps parce que Didier Raoult, le professeur de Marseille, c'est pas d'aujourd'hui qu'il le dit. Donc, dans la presse médicale, on a des échos. Donc, jusqu'à présent, les autres autorités scientifiques françaises disaient que ce que disait le professeur Raoult était expérimental dans les éprouvettes, mais sur les cellules en éprouvettes, mais on savait pas si ça marchait ou pas. Bon, mais il semblerait qu'en Chine, il y a eu une utilisation importante, mais pas que de chloroquine. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est les 4 substances, les 4 types de traitements qui sont lancés de façon expérimentale et assez large dans les hôpitaux français. Et on va voir rapidement si on a un traitement qui permet d'atténuer la virulence et surtout de raccourcir la durée d'évolution, ce qui éviterait des complications et ce qui permettrait d'avoir des gens contagieux moins longtemps. C'est surtout ça l'intérêt. Et j'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps de vérifier ce matin, un message comme quoi la chloroquine, du coup, pour la réserver sans doute à un usage hospitalier, venait d'être retirée des pharmacies de ville. Question d'une internaute. Alors là, vous allez voir, c'est pas beau ce que je fais, je balance. Une internaute qui nous dit « Mon médecin serre la main de ses patients ». Écoutez, je pense que dans toute situation, il y a des gens qui prennent un peu de retard à l'allumage. Nous, au cabinet, ça fait au moins 3 semaines qu'on ne serre plus la main de personne, et quand la main se tend, c'est non.
Bon, bah donc, cher internaute qui nous avait posé cette question, vous avez la réponse du Dr Burel et vous pouvez la restituer à votre médecin traitant. On va pas faire deux amis là entre les deux. On nous pose une question aussi. Non, mais c'est important. On est là pour dire les choses qu'il faut faire. Et on va pas. Voilà, il peut y avoir des personnes un petit peu en retard. Je sais pas non plus de quand date la constatation de notre confrère. Je vais juste vous dire petite chose personnelle. C'est qu'il y a au moins 3 semaines qu'on a décidé d'arrêter de serrer les mains au cabinet, mais les premiers jours, surtout avec les gens qu'on connaît bien, on a le réflexe. Oui, il y a le réflexe, effectivement. Il a fallu lutter contre ce réflexe. Mais c'est pareil pour tous les gens, c'est pareil pour vous. On nous pose une question là qui est un peu en dehors du champ médical, mais bon, encore une fois, je la prends parce que c'est notre façon de travailler avec vous, qui nous suivez. Pourquoi tant de dissonance dans les mesures prises par les membres de l'Union européenne ? Alors la question est très vague, elle est très vaste. Est-ce que vous pouvez y répondre médicalement, docteur ? Alors, sur un plan strictement médical, plus il y aura de confinement, moins il y aura de diffusion de la maladie. Maintenant, si on réfléchit en termes de conséquences, ça c'est les conséquences immédiates médicales, mais plus il y aura de confinement, moins il y aura de traitement des autres maladies, et plus il y aura de, plus la crise va durer longtemps, sans doute plus il y aura des conséquences économiques lourdes, et il n'est pas certain que sur les comptes de la santé publique et les capacités de soigner, ce n'est pas un retentissement. Donc ça peut se discuter, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas, même avec tous les experts qui les entourent, comment politiquement on peut prendre des décisions. C'est très facile de dire je bloque tout le monde chez soi et je mets en prison tous les gens qui sortent, mais dans 3 mois peut-être qu'on dira l'économie est à zéro, la sécurité sociale arrive à faire face, il y aura des choses à récupérer derrière, donc c'est de l'équilibre en ce moment, c'est de l'équilibre. Mais en tout cas, tous ceux qui vont bien, tous ceux qui n'ont pas besoin de sortir et tous ceux qui peuvent rester chez eux, doivent rester chez eux. C'est clair, on le dit, on le redit. Oui, donc, par contre, certaines politiques, mais elles évoluent. Vous voyez, par exemple, le Royaume-Uni, qui au début regardait ça de haut en disant on va laisser la maladie faire, est en train de revenir en arrière. Petite question, docteur Burel. L'épidémie, elle en est où en Normandie en ce moment ? On nous dit que la vague n'est pas encore arrivée. Non, la vague n'est pas arrivée, c'est ce que je vous disais, on a très peu de consultations. C'est-à-dire que maintenant, le confinement total et la sécurité fait qu'on repousse tout soin qui n'est pas urgent. Et du coup, mais comme la vague n'est pas arrivée... Mais elle est prévue pour quand, cette vague ? On ne sait pas, peut-être 8-15 jours, mais peut-être pas. Parce que mais attendez, je me permets d'intervenir. Elle est prévue, mais à partir du moment où elle n'est pas arrivée, au moment où on a confiné en Normandie, comme partout d'ailleurs, et si cette vague finalement n'arrivait pas Ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est que peut-être que si ça marche, la vague ne va pas arriver. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on aura des cas, parce qu'on ne va pas rester confiné 6 mois. Donc quand on va rouvrir, plus on va bien confiner, moins il y aura, plus on évitera une vague, mieux on sera prêt pour faire face à la suite. Mais il y aura dans ce cas-là, sur la durée, très certainement des infections pendant quelques mois, oui. Docteur, question, on va peut-être penser et dire que c'est la dernière pour aujourd'hui, on se retrouvera demain. Question d'internaute, que pense le docteur Burel des tests à grande échelle ? Ça serait bien si on pouvait les faire, mais aujourd'hui, il y a quand même des signes très très évocateurs de Covid. Est-ce qu'il faut faire voyager toutes les populations ? Parce que les tests sont pas faciles à faire. Tout contact humain peut transmettre la maladie. Alors, est-ce qu'il faut faire, quand on a une suspicion de Covid chez quelqu'un qui va bien, et encore 90%, je le rappelle, 90% des gens vont faire une infection à Covid-19 qui va être comme un syndrome grippal. Le problème, c'est les complications, surtout pour les personnes fragiles, mais pas que, et surtout pour les personnes fragiles. Les tabagiques sont des personnes fragiles, je le précise, et donc le problème, c'est les complications. Donc, à partir du moment où on a les signes, il n'y a pas forcément d'utilité à faire le test. L'avantage du test, c'est de dire vous allez rester confiné tant de jours parce que vous êtes porteur. Voilà, c'est un peu ça. Merci docteur. On se retrouve demain ?
On essaye. Hein, on essaye. Alors à demain. On essaiera de vous appeler et de vous trouver. Merci Dr Burel, à demain. Et puis si vous avez des questions, vous qui nous suivez, qui nous regardez, mettez-les peut-être de côté pour les poser au docteur demain. Messieurs, on peut rentrer un peu dans les coulisses. Sur quoi vous travaillez là aujourd'hui pour les sujets de demain ou après-demain? Vous pouvez nous donner un peu des justement, on en parlait des avec données, des exemples. Oui, on en parlait avec le docteur Burel. Alors, il y aura notamment le représentant du Conseil de l'ordre des infirmiers pour l'heure la Seine-Maritime, avec lequel justement on a évoqué cette question de l'approvisionnement des masques qui pose vraiment aujourd'hui un souci. Alors c'est lui qui m'a dit justement que ces masques a priori étaient arrivés ce week-end et arrivent aujourd'hui pour les professionnels libéraux. Après, il manque encore du matériel dans les hôpitaux. Ça va être une autre question qu'on doit poser normalement aujourd'hui au professeur Benoît Weber, qui est le doyen de la faculté de médecine et qui est chef du service réanimation au CHU. Anthony, non Sinon, j'ai Frédéric Borguinot en ligne. On va prendre Frédéric Borguinot. Non, mais on travaille sur plusieurs choses à la fois. Là, en l'occurrence, je suis sur des Normands qui sont toujours bloqués à l'étranger et qui voient pas le bout, qui ne peuvent pas suivre les mesures de confinement ni de distanciation sociale et qui s'inquiètent d'un retour en France de plus en plus compliqué. Ils sont de l'ordre de, vous avez le chiffre, non? Alors non, j'ai pas encore le chiffre. On va essayer de contacter le ministère à ce sujet-là, mais voilà, on a déjà quelques témoignages pour des personnes pour qui c'est très compliqué. Sur le web, il se dit énormément de choses, des bonnes choses, comme on essaie de vous les faire passer ici. Encore une fois, je le rappelle, je répète les mots de notre directeur général en introduction de ce programme d'aujourd'hui. Ici, vous n'avez que des informations qui sont sourcées, qui sont vérifiées, qui sont validées. Il n'y a pas de fake news. Et c'est l'intérêt aussi de vous proposer ce genre de rendez-vous quotidien. Mais chez Paris Normandie, il y a aussi une cellule web qui travaille énormément en ce moment. Et nous avons Frédéric Borguinot de la cellule web. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, on vous retrouvera en fonction de la disponibilité qui est la vôtre pour justement nous restituer ce qui se dit sur les réseaux, puisque dans la cellule web de Paris Normandie, vous êtes minute après minute, chaque jour au contact des réseaux. Voilà. Qu'avez-vous à nous dire là des dernières heures ou dernières 24 ou 48 heures? Ce dont on se rend compte sur le site de Paris Normandie, c'est que les gens recherchent avant tout une information vérifiée, vous l'avez dit, mais aussi de l'information pratique qu'ils peuvent retrouver donc sur notre site internet. On a par exemple des sujets avec des experts qui marchent très bien. Le dernier en date, c'est avec un psychiatre qui nous parle du confinement et des écrans. On a aussi les vidéos explicatives qui marchent. Serge Tisseron, si je ne m'abuse. Serge Tisseron, qui est un spécialiste d'ailleurs à l'Université Paris 5 de nos relations aux écrans. C'est ça. Et puis je parlais des vidéos. On a la vidéo du tutoriel pour se fabriquer un masque de fortune à la maison, pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Et puis d'autres informations sur ce qui se passe, des informations un peu plus positives sur les applaudissements. Des articles aussi qui arrivent toutes les heures ou toutes les demi-heures même. Et voilà, c'est à peu près ce que je pouvais vous dire. Je précise Frédéric, d'ailleurs, je crois que vous deviez être dans les tout premiers à couvrir en images les premiers applaudissements de la région rouennaise. Ça devait être jeudi soir ou vendredi soir, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Le premier jour où ça a pris vraiment, du moins à Rouen, avec nos différents journalistes, donc dans différents quartiers de Rouen, on a réussi à faire un petit best-of des applaudissements et ça va continuer encore ces prochains jours. Eh bien, Frédéric, merci beaucoup. N'hésitez pas pour les prochains jours, quand vous aurez le temps d'intervenir, de venir avec des images aussi, de sélectionner peut-être des séquences. On a vu, merci Frédéric, à bientôt. On a vu, messieurs, que Thomas Pesquet n'avait pas hésité à être dans les presque tout premiers à intervenir. Lui qui a été évidemment un spécialiste, si je puis dire, du confinement. Mais c'était pas ici, c'était là-haut. Alors, on va partir maintenant dans l'une de nos rédactions locales. On va partir à Bernay avec Philippe Schaeffer. Peut-être le moment de rappeler comment... pardon, à Vernon, non, à Bernay. Bernay, non, Philippe Schaeffer. Je dis bien Bernay. Peut-être le moment de rappeler à tous ceux qui nous suivent comment fonctionne Paris Normandie sur l'ensemble des territoires 76 et 27. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rédaction à un endroit précis, mais des rédactions. On peut préciser qu'ici, on est au siège du journal qui se trouve au 107 sur les quais, rive gauche, à Rouen. Après, Paris Normandie, c'est une multitude d'agences. Il y en a une autre à Rouen, rive droite. Il y a Bernay, il y a
Vernon, Évreux, Louviers. Pour la Seine-Maritime, il y a Dieppe. Il y a Fécamp aussi. Fécamp, Yvetot, Neuchâtel, Le Havre. Et je suis désolé pour ceux que j'ai peut-être oubliés, du coup, dans cette liste. Je crois qu'on a presque tout dit. Et en tout cas, nous avons donc Philippe Schaeffer. Bonjour Philippe. Et là, nous allons à Bernay. Bonjour Philippe. Alors chaque jour, on fait un petit tour par les différentes rédactions locales de Paris-Normandie. Voilà, des échos de Bernay. Philippe, comment ça se passe chez vous ? Eh bien, la ville de Bernay s'endort tout doucement également. Depuis le début de la semaine dernière, Bernay vit au ralenti. La quasi-totalité des enseignes ont tiré le rideau. Certains commerces, pourtant autorisés à poursuivre leur activité, ont même préféré fermer. C'est le cas par exemple des garages automobiles, des distributeurs de matériaux ou de produits pour l'agriculture. Laurent Germain, par exemple, le gérant du Brico Pro installé dans la zone commerciale de Malou, lui a réduit son personnel à 3 effectifs au lieu de 22. Son déficit d'exploitation est surtout dû à la baisse de fréquentation de son magasin qui n'est plus ouvert en libre service mais seulement via un comptoir qu'il a installé à l'entrée. Pour satisfaire le maximum de clients, il a dû même rationner la fourniture de certains produits, par exemple les granulés de chauffage, l'eau de javel, le ciment, aussi curieusement que ça puisse paraître. Dans la même zone commerciale, les garagistes, eux, ont préféré fermer leur établissement par manque de clients, paraît-il. Certains boulangers, autorisés à rester ouverts 7 jours sur 7, ont choisi aussi de réduire leur plage horaire d'ouverture de 6h à 15h. Tous les commerçants ont pris soin d'afficher des consignes, en tout cas à leur devanture, pour indiquer le nombre de clients autorisés à entrer en même temps dans leur boutique. Ainsi, les files d'attente se créent à l'extérieur, comme aux sombres heures du rationnement pendant la dernière guerre. La Poste, elle, a été fermée au public ce samedi. Elle a choisi de faire contrôler le nombre de clients dans le bureau par un vigile posté à l'entrée, puisque c'est bien entendu ouvert ce lundi. Philippe, j'ai une question de Thomas Dubois. Philippe, il y a un hôpital aussi à Bernay, un hôpital qui n'est pas concerné, qui n'est pas forcément en première ligne sur le front du coronavirus, mais qui se prépare, je crois, quand même à fournir des lits si besoin. Oui. Qu'est-ce que vous avez justement comme écho ? On n'a aucune information. Pour l'instant, on a interrogé les syndicats et on n'a aucune information précise à ce sujet sur le cas d'éventuelles personnes qui seraient admises dans cet établissement porteur de ce fameux virus. C'était surtout la question, c'était surtout aujourd'hui, je crois que l'hôpital de Bernay se prépare et réserve des lits au cas où, c'est bien ça. Oui, certainement, comme tous les hôpitaux de la région. Je pense qu'ils s'attendent effectivement à faire face au pic de cette épidémie en mettant les moyens en œuvre pour lutter contre la contamination et surtout pour la prise en charge de ces malades. Et j'ai cru comprendre qu'à Bernay aussi, il y avait des séquences d'applaudissements, je crois, dans la rue. J'en ai pas eu connaissance. Enfin, il faut dire qu'à 8h le soir, à 20h le soir, je suis plus présent à la rédaction. Si je continue à travailler sur le terrain, ça m'a pas été rapporté. Bon, il faudra rester jusqu'à 8h. Merci beaucoup Philippe Schaeffer. On était donc à Bernay et puis les jours suivants, nous irons continuer notre petit tour des départements 76 et 27. J'avais, messieurs, à travers ma petite oreillette, une question d'un internaute qui demandait si le président de la République allait s'exprimer ce soir. Anthony, vous avez la réponse. C'est non. Non, ça a été démenti par l'Élysée. C'est une rumeur infondée, une fake news, encore une. Il n'y aura pas d'allocution présidentielle ce soir. Voilà. Ce lundi soir, il n'y a rien de prévu. L'Élysée l'a confirmé. D'après vous, qui suivez régulièrement la vie, bien sûr, de nos concitoyens, au travers la manière dont ils vivent cette crise très difficile, mais aussi la vie de nos gouvernants, comme nous disons, est-ce que vous avez une idée des prochaines prises de parole officielles de nos dirigeants politiques auxquelles il faut s'attendre ? Encore une fois, je ne vous demande pas... on n'a pas de boule de cristal, Sylvain. Je dis on n'a pas de boule de cristal concernant les prises de parole. Mais de ce que vous pouvez peut-être pressentir ou l'idée que vous pouvez en avoir ? Non, ce qu'on peut dire, enfin, je ne vais pas couper la parole à Thomas, mais ce qu'on peut dire, c'est que la situation, en tout cas le silence aujourd'hui, ne va pas pouvoir durer très longtemps, puisque les gens sont en attente d'informations officielles. Donc il y a bien une prise de parole qui va arriver à un moment ou à un autre. On peut penser que cette semaine, il y aura une prise de parole. En tout cas, ce ne sera pas ce soir, ce lundi soir. Est-ce que ce sera demain, mercredi, jeudi ? Là, pour l'instant, on n'a aucune info. Et vous diriez avant la fin de la semaine, en tout cas ?
Ça me paraîtrait assez logique avant le week-end, oui, qu'il y ait une prise de parole à minima du Premier ministre. Et dont je reprécise d'ailleurs que la fin de semaine, là, le week-end qui vient, dont vous parlez, ça sera la fin des 15 premiers jours, qui avait été initialement annoncé par le président. D'où l'intérêt de parler avant. Voilà. On a Philippe Coudy en ligne. Bonjour, monsieur Coudy. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pour tous ceux qui nous suivent encore, parce que c'est peut-être l'heure du déjeuner, Philippe Coudy, c'est le président de l'UMIH, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Précisons, Philippe Coudy, que vous êtes aussi un entrepreneur, vous êtes aussi un restaurateur, et vous avez une vie importante d'ailleurs dans ce domaine. On va passer, pendant qu'on échange avec vous, quelques images qu'on a tournées ce week-end et qui montrent, là aussi, le drame dans lequel se trouvent vos adhérents. Racontez-nous. Nous, la situation est assez simple. On est fermé. Donc, les recettes, la comptabilité est assez simple à réaliser puisque les recettes sont à zéro. Alors, on est rentré, les cafetiers, les hôteliers un peu plus tard et les restaurateurs, on est rentré dans un autre rythme de vie. On se désaccoutume doucement de ce qui fait le sel de nos métiers, c'est-à-dire voir des gens heureux, venir chez nous, bien cuisiner, bien les accueillir. Restaurant, vous savez, l'hôtel, le café, c'est vraiment le cœur de nos campagnes. Et ça représente combien de salariés aujourd'hui, au moins en Normandie, qui sont actuellement au chômage technique? Au chômage technique, là, pour l'instant, les déclarations totales n'ont pas été faites, donc je ne peux pas vous les sommer, mais sur un établissement de restauration, c'est 100%. C'est 100%, donc ça sera plusieurs, sur la Normandie globale, ça sera sûrement une vingtaine de milliers, à mon avis, de salariés qui seront mis au chômage technique. Est-ce qu'on a des établissements hôteliers en Normandie qui ont été réquisitionnés ou qui pourraient l'être pour du personnel soignant ou... Non, réquisitionnés, non, mais dans le cadre de l'UMI et du GNC, qui est le Groupement National des Chaînes, effectivement, plusieurs établissements ont fait des candidatures volontaires, spontanées, pour accueillir à la fois des populations en déshérence et puis le personnel médical. Dites-moi, Philippe Coudy, il y a des restaurants qui se sont mis, fort opportunément d'ailleurs, alors bien ou mal, j'en sais rien, vous allez me dire, qui se sont mis à la vente à emporter. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Alors, sur la vente à emporter et la vente livrée, il faut coupler les deux. Actuellement, dans le cadre d'un confinement total, ça me paraît une gageure économique, j'entends. Alors, de deux choses l'une, où vous faisiez déjà cette activité de façon complémentaire à votre activité principale, c'est-à-dire d'accueillir et de restaurer des clients à table. Et dans ce cas-là, peut-être que votre modèle et votre clientèle est accoutumée, mais ceux qui ne sont pas lancés là-dedans, ils ont actuellement la totale incapacité je pense, de s'y mettre. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un métier, quoi. Ça ne s'improvise pas. Alors, c'est un métier complémentaire, mais il y a des abonnements avec les plateformes que vous connaissez. Et puis, il ne faut pas des autorisations spécifiques pour faire de la vente à emporter ou de la livraison à domicile? Non, absolument pas. Absolument pas. Il faut simplement avoir la capacité à contracter avec eux. Parce que le vrai problème, c'est pas de cuisiner, de mettre en boîte et de donner aux clients la possibilité de venir où chercher. Le vrai problème, c'est de livrer. Et là, les problèmes actuels de sécurité sanitaire et de sécurité alimentaire aussi compliquent la livraison. Thomas. Ceci dit, on peut aussi comprendre l'angoisse aujourd'hui de certains de vos adhérents. Comment s'assurer que tout le monde puisse reprendre correctement son activité quand tout ça sera derrière nous? Alors, vous savez que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures quand même positives et de soutien fort pour nos affaires. Il y a le chômage partiel indemnisé qui va être indemnisé, nous a-t-on dit, totalement, mais on attend bien sûr le décret pour voir les modalités pratiques. Il y a le report des échéances de prêts et des charges. On nous a parlé même aussi de la possibilité de voir des annulations des charges qui seraient reportées. Pour ceux qui ont à court de trésorerie, et il y en a beaucoup dans nos métiers, les trésoreries sont assez faibles, l'appel aux banques a été fait de ne refuser aucune demande bancaire pour préfinancer les salaires, parce que dans le cadre du chômage technique, on doit d'abord verser les salaires et ensuite se faire
renforcée. On nous a dit à 12 ou 15 jours. Philippe Coudy, dernière question peut-être avant de vous laisser aller déjeuner, ce qui est le moins qu'on puisse faire pour le président de l'Union des métiers de la restauration. Est-ce que... Pardon ? Oui, je disais, je suis actuellement dans un de nos établissements, place de la Cathédrale, où il y a non seulement personne sur la place, seulement un beau soleil, et à l'intérieur de l'établissement, je suis le seul. Allez, vous pouvez le citer. La brasserie Paul. La brasserie Paul, je m'en doutais. Est-ce que, question d'internaute, est-ce que les restaurateurs normands vendent leurs denrées aux gens ? J'imagine que l'internaute sous-entend que ces denrées qui auraient été accumulées et amassées pour une certaine période d'activité, qui risquent de se perdre, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est déjà arrivé. Ça a été fait, oui. Alors, je pense, oui, ça a d'abord été fait, parce que ça date d'une semaine. Oui. Le poisson, certains produits très périssables, croyez-moi qu'ils ont déjà été ou donnés ou vendus. Mais la plupart des établissements l'ont donné à leur personnel. C'est mon cas, ça a été partagé avec du personnel, mais c'est une perte. Alors là, on peut revenir au problème de l'assurance, dont on a eu un des représentants de notre ville, Nicolas Gomard. La Matmut a pris l'initiative, à ma connaissance, de contacter ses clients des hôtels, cafés, restaurants pour leur dire « Faites-nous un inventaire de vos pertes de denrées périssables ». Très bien. Merci beaucoup, Philippe Coudy, d'avoir passé ce moment avec nous pour nous donner les échos du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. On vous dit peut-être à bientôt. À très bientôt, merci. Ouais, merci à vous. Et puis, on va terminer par un petit focus très rapide sur l'immobilier, puisque la spéciale sur l'immobilier, ça sera mercredi. Anthony, effectivement, ça paraissait pas évident en premier lieu de penser à l'immobilier, mais il y a un vrai souci sur l'immobilier. Il se passe plus rien en immobilier. Alors, je vais plutôt prendre le contre-pied. Si, ça paraissait totalement évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de visite en ce moment, on peut pas mettre son bien en vente, tout simplement. Donc, c'est un secteur qui est très durement touché, qui est à l'arrêt total. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien, enfin comme beaucoup d'autres, on parlait des restaurateurs là tout de suite, mais c'est un secteur sur lequel je pense que Sylvain Castaigne, qu'on devrait avoir en ligne là dans quelques minutes et un peu plus longuement mercredi pour répondre. Bonjour Sylvain Castaigne. Oui. Bonjour. Excusez-nous, on vous prend un tout petit peu plus tard, mais on dérive un petit peu aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Alors oui, on était en train de dire, Sylvain Castaigne, que le secteur de l'immobilier était complètement à l'arrêt. En tout cas, pour ce qui est de la vente, qu'en est-il aujourd'hui de la location ? Alors, donc effectivement, pour la transaction, c'est complètement donc à l'arrêt. Pour la location, c'est quasiment également donc à l'arrêt. Les visites ne s'effectuent quasiment plus. Il reste après donc quelques états des lieux qui étaient prévus pour cette semaine et ceux de la semaine dernière qui ont été donc effectués avec les conditions sanitaires bien entendu donc appropriées. Mais on va vers quelque chose qui va effectivement s'arrêter définitivement, donc très très rapidement. Alors il y aura beaucoup de questions d'internautes mercredi. Je rappelle que vous serez avec nous une trentaine de minutes pour répondre à toutes les questions. D'ailleurs, si les internautes en ont, n'hésitez pas à les préparer. Mais une question toute simple finalement, comment ça se passe pour les préavis en cours, les personnes qui devaient quitter leur appartement et qui vont se retrouver avec des propriétaires qui vont dire non, on peut pas faire d'état des lieux de sortie. Alors, c'est une réelle question. Nous attendons donc au niveau du ministère donc une ordonnance qui nous précisera donc définitivement comment ça va s'organiser. Pour nous, l'état d'urgence fait qu'effectivement, il est difficilement donc concevable de demander à des locataires de partir d'un lieu s'ils ne peuvent pas déménager et accéder à un autre lieu. Voilà, c'est la problématique qui se pose donc à ce jour. Mais en tout cas, il n'y a pas pour l'instant de décision, de prise, de prolongation des préavis ou de suspension des préavis ? Pour l'instant, donc voilà, nous attendons, nous espérons cette semaine donc une ordonnance qui précisera tout ça.
Voilà, donc ça c'est pour mercredi. C'était en quelque sorte une petite mise en bouche et pour annoncer, Sylvain Castaigne, à tous ceux qui nous suivent que on se donne rendez-vous mercredi. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, vous souhaitez quitter votre bien, vous souhaitez en acquérir un nouveau, vous êtes dans la temporalité d'un préavis pour un achat, et s'il faut déménager, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, toutes ces questions et beaucoup d'autres se posent et ça sera avec vous mercredi. Merci Sylvain Castaigne, à mercredi. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Et puis messieurs, le moment est venu de nous quitter pour aujourd'hui. On se retrouvera demain à midi en direct, toujours sur la page Facebook de Paris Normandie. Et je vous propose qu'on se quitte comme d'habitude avec nos Diepois créatifs qui ont lancé cette petite série qui s'appelle Confinés et eux, puisque vous allez voir, c'est la confinée. Voilà, on suit leurs aventures et Anthony Quindroy, je vous dis à demain. Eh bien, je vous dis à demain aussi. Et Sylvain. puis Thomas Dubois aussi. À demain, Sylvain. Voilà, et un grand merci à vous. Je précise d'ailleurs que nous réalisons ce programme dans le respect complet des règles de distanciation sociale, comme on dit. C'est-à-dire que, vous voyez, on arrive dans les locaux, on préserve les intégrités de chacun avec des distances au moins d'1,5 mètre. On se parle tout doucement pour ne prendre aucun risque. Et puis sur le plateau, on est très distants les uns des autres et on désinfecte les bonnettes micro systématiquement après, puisque un internaute nous avait posé cette question la semaine dernière. Au revoir, et on est très heureux de passer ces moments difficiles avec vous, mais j'ai envie d'ajouter pour finir, restons tous solidaires. Et restez chez vous. Et restez chez vous. On retrouve journée. les Diepois créatifs. Qu'est-ce qu'ils nous ont promis cette fois-ci? On regarde. Et qu'est-ce que tu fais, chérie? Ça, bah, je cuisine. Toi, tu cuisines? Oui. Je vais te surprendre. Ce soir, c'est moi qui prépare le dîner. T'as vu? Ça a plutôt intérêt d'être bon, si tu veux. Oh là là. Et genre, il y a que des légumes, là. Bah oui, c'est normal, c'est végé. Ah! C'est très bon pour la planète et c'est très bon. J'arrive. Alors, mon cœur, tu nous as préparé quoi de bon? Alors, c'est un mélange de quinoa, de tofu, de fèves de soja et de légumes très frais. Voilà. Génial. Bon appétit. Mais c'est pas cuit. Le quinoa, il est pas cuit. Bah oui, mais j'ai pas lu toute la recette. Ça s'arrête quand, le confinement? Ça s'arrête quand, le confinement?